nous allons aborder la deuxième partie sur le traitement des informations. Nous avons vu que nous pouvions limiter la charge cognitive superflue en optimisant la diffusion des informations. Maintenant, nous devons nous occuper de la deuxième partie qui est le traitement visant à créer une représentation mentale cohérente qui sera ensuite stockée dans la mémoire à long terme. Les processus qui ont lieu dans cette mémoire de travail, Mayer en décrit 3. Le premier processus, c'est quelles sont les informations sur lesquelles il faut porter son attention, lesquelles sont moins importantes et dans quel ordre. Le deuxième processus que Mayer retient, c'est les interconnexions qui se déroulent entre le mode verbal et le mode pictural. Le troisième processus, c'est qu'est-ce que je vais intégrer finalement dans la mémoire à long terme, comme une connaissance fixée. Nous allons voir comment on peut aider les étudiants dans ce domaine. Rappelons le principe multimédia, on apprend mieux d'un texte et d'une image combinée que d'un texte seul. En général, plus le texte est complexe, plus l'illustration peut aider, en particulier si cette illustration elle est mentalement manipulable. Dans le fond, quelle est l'idée? C'est que l'illustration va favoriser la représentation interne des composants, elle fera que le lecteur ne sera pas obligé de construire cette représentation mentale avec le texte uniquement. Et donc, en lui donnant cette représentation, on diminue la charge cognitive liée au maintien en mémoire de travail de cette image que la personne se construit sur la base du texte. Cependant, un texte qui est facile à suivre avec des passages narratifs qui facilitent la construction d'une image mentale ne gagne pas à être doublé d'une illustration. Donc ce principe du multimédia est vrai, mais ça dépend aussi de la nature du texte. Les textes scientifiques, ce sont des textes qui décrivaient des fonctionnements, des causalités et sur des systèmes complexes, et donc dans ce cas-là, c'est tout à fait valable. On apprend mieux si le texte est écrit ou narré sous une forme conversationnelle qui est proche de l'apprenant. On va plutôt utiliser les formes je et vous. C'est plus efficace qu'une forme de communication très formelle. Ça marche surtout avec des apprenants qui sont moins expérimentés. Et puis bien sûr, il ne faut pas exagérer cette personnalisation pour ne pas commencer à distraire l'apprenant, de faire du show qui va faire que la personne sera plus attentive à la manière amusante de dire les choses qu'au contenu de ce qui est dit, comme on voit dans beaucoup de vidéos YouTube. Une manière de faciliter le traitement, comme il faut sélectionner et associer les éléments, l'exemple de gauche demande plus d'effort mental que l'exemple de droite où les choses sont organisées. Donc, organiser et structurer le matériel va déjà simplifier le traitement dans la mémoire de travail et réduire la charge cognitive liée à cette structuration. On apprend mieux aussi si la complexité de la matière est réduite, si elle est adaptée au rythme et aux connaissances de l'apprenant. Dans notre pratique, on a quelque chose qui est difficile à appréhender dans son entier. On fait des petites séquences plus faciles à assimiler. On sait aussi que si on ancre ces nouvelles connaissances dans des situations familières ou en utilisant des analogies, on facilite le travail d'association que la personne va faire dans sa tête. Le problème, c'est que tout le monde ne marche pas au même rythme. Ici, le novice, il va pas après pas, on va donner des instructions. Les étayages qu'on met en place profitent en général plus fortement aux apprenants qui ont peu de connaissances préalables qu'à ceux qui en savent beaucoup. Donc, un élève expert, il va plus vite, il fait des pas plus grands, il est capable de passer des obstacles. Et donc, on a ce problème qui fait qu'on a un effet qu'on appelle l'effet d'inversion en fonction de l'expertise. Et là, je vais vous expliquer l'expérience que Caliuga, Chandler et Sweller ont menée en 1998 avec des apprentis novices dans le domaine des circuits électriques. Au début, dans l'étape 1, les étudiants inexpérimentés trouvaient le format texte-schéma, que j'appelle ici aide maximum, moins difficile que le format avec un schéma tout seul, que j'appellerais l'aide limitée. Et donc dans cette étape 1, ils ont été nombreux à choisir la formule avec un étayage fort, et on a pu mesurer l'effort ressenti par les apprenants. S'en est suivi une période d'entraînement intensif, et puis, dans la dernière phase de l'étude, les étudiants sont devenus plus expérimentés, forcément, et donc ils obtiennent de meilleures performances à partir d'un format d'aide limitée. Ça veut dire qu'ils préfèrent utiliser maintenant moins d'étayage, le schéma leur suffit pour comprendre la question, et en termes de ressenti vis-à-vis de la tâche, le niveau de difficulté est ressenti comme plus important si on leur impose le texte et le schéma qu'avec le schéma uniquement. Donc on voit qu'il y a un glissement des novices aux experts qu'on peut représenter par ce petit diagramme. Cela montre que les informations qui sont indispensables pour des novices qui améliorent leur performance peuvent devenir plutôt gênants
On voit ici les experts qui préfèrent avoir uniquement un diagramme parce qu'ils ont intégré les connaissances nécessaires pour comprendre ce diagramme avec leur expertise. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela avec le modèle d'apprentissage multimédia ? Le novice, il a besoin d'une structure qui lui permette de structurer ses nouvelles connaissances en absence de connaissances existantes. L'expert, lui, il a des connaissances existantes, donc il a une structure dans sa tête. Le support externe qu'on lui propose est souvent une deuxième structure de connaissances qui n'est pas forcément la même que celle qu'il a dans sa tête, et ça va lui demander un effort d'accommodation entre ces deux ensembles de connaissances, et donc ça va augmenter, dans le fond, sa charge cognitive. Voilà. Comment on pourrait interpréter cet effet d'inversion ? Donc, quelque part, dans le fond, on a plutôt quelque chose de ce type-là. Quelqu'un qui est novice, et puis au fur et à mesure de l'entraînement, devient de plus en plus expert et rallonge les pas. Dans notre pratique, on appelle ça aussi qu'on désétaye. On aide au début, puis après on enlève les aides au fur et à mesure de la maîtrise. Donc, en résumé, les connaissances préalables des élèves, c'est un facteur très important dans votre choix des images que vous allez utiliser pour entraîner des nouveaux concepts avec vos élèves. Parmi les images qu'on choisit, les animations ont une place de choix. Intuitivement, on estime qu'une animation, c'est pédagogiquement plus efficace qu'un graphique statique ou qu'un texte. En particulier, si ça illustre un processus dynamique que les apprenants auront de la peine à imaginer, on se dit, les animations, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Est-ce que c'est le cas ? Alors, on va comparer un peu images fixes et animations. Donc, on va prendre un mécanisme complexe, par exemple le fonctionnement d'une touche de piano. Quel support est dans le fond le plus favorable pour comprendre son fonctionnement ? Est-ce que c'est une séquence d'images fixes ici, accompagnée par, bien entendu, une description textuelle de ce qui se passe, ou est-ce que c'est une vidéo ? Alors, Jean-Michel Boucher et son équipe se sont posé cette question et ils ont fait cette expérience sur des étudiants musiciens et non musiciens. Et ce qu'ils ont observé, en termes de diffusion, on se rend tout de suite compte qu'il y a une charge attentionnelle importante. On a un flux continu d'animation qui empêche de comparer deux états, chose que les images fixes permettent facilement. On peut revenir en arrière, comparer. Là, dans l'animation, c'est quelque chose qui est difficile. Donc déjà, en termes de diffusion, voir le mouvement comme ça qu'on ne peut pas contrôler, c'est pas évident. En termes de sélection et de traitement de l'information, on ne sait pas exactement où il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut vraiment traiter, quels sont les changements provoqués dans l'animation. Quand on est novice, on est un petit peu emprunté. Et d'ailleurs, l'une des erreurs relevées par cette étude concerne la relation de causalité entre deux mouvements simultanés dans le mécanisme. Et les problèmes sont encore accentués si vous avez une animation très réaliste au lieu d'avoir une animation simplifiée. L'animation simplifiée rend le processus de compréhension plus facile que si vous avez une animation réaliste. Le troisième argument en faveur de l'utilisation d'une séquence d'images fixes plutôt qu'une animation, qu'une vidéo, c'est que des individus qui sont confrontés à ces images fixes doivent s'engager dans vraiment un traitement actif de comparaison. Ça demande un effort qui peut rebuter, alors que la vidéo, dans le fond, cette situation dynamique, elle vous est déjà présentée. Donc, a priori, vous n'avez pas besoin de la traiter. Ça peut aussi expliquer que la vidéo est plus attractive. Au résultat, finalement, on a été moins actif, on a été plus spectateur, et ce qui est mis en mémoire interne n'est pas de la même qualité. Alors, le premier problème, c'est que l'information, elle est transitoire. Ça veut dire qu'on a un flux sans arrêt. On a un flux d'informations dans la mémoire de travail qui est un peu difficile. Donc, comment on peut réduire ce flux, ce trop-plein ? Alors, comme j'ai déjà dit, on peut choisir une animation simplifiée. Donc, ça diminue déjà un peu la complexité des informations. On peut aussi proposer une animation sur un exemple qui est familier ou apporter les connaissances nécessaires avant le visionnement. Après, au niveau du traitement de l'information, on peut lui proposer de contrôler le défilement des images, d'avoir une touche stop. Mais attention, les novices, comme ils ne connaissent pas bien le système, ils ne savent pas vraiment clairement à quel moment il faut s'arrêter. Donc on donne souvent un bouton de contrôle aux élèves en disant, on imagine que l'élève, là j'ai pas bien compris, je m'arrête, mais c'est pas vraiment ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que le novice, souvent, va regarder la vidéo, il va passer bien plus loin que le moment où il a cessé de comprendre, et il va en général regarder les images sans intervenir, ou bien pas au bon moment. Là, la solution, ça serait se dire, je vais, moi, interrompre l'animation ou la vidéo automatiquement sur des moments clés. Puisque les élèves ne voient pas les moments clés, moi, je sais où sont les moments clés, donc j'interromps la vidéo. Et puis, par exemple, l'élève, il doit cliquer pour continuer le défilement. Donc ça, c'est une solution. Avec ça, on peut intégrer aussi le microtage, c'est-à-dire qu'on peut arrêter la vidéo et mettre un microtage qui oblige l'élève à déjà traiter les informations qui viennent d'être présentées et de les intégrer d'une manière ou d'une autre. Interrompre la vidéo, une microtâche,
et demander à la personne de cliquer pour poursuivre. Ça pourrait être une manière de faciliter le traitement. Ces 2 points, on peut les réaliser avec l'application H5P, mais là, on est déjà en train d'esquisser des premières pistes pour mettre en action les élèves. Et ces pistes, je vous propose de les développer dans la prochaine vidéo.